Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls, les noms des personnes et des lieux ont été changés. Stoddard essaie de se rappeler quand, pour la première fois, lui est venue l'idée de tuer Jérôme Fetterman. Sans doute l'a-t-il toujours souhaité, même s'il refusait de regarder la vérité en face. Les gens normaux ne deviennent pas si facilement des meurtriers. C'est dans les romans policiers ou à la télévision qu'ils voient les meurtres en principe. Mais ça n'est généralement pas le souci d'un financier respecté, président de banque, philanthrope et citoyen de premier plan, comme Philippe Stoddard. Assis à sa table de travail, dans le bureau de sa vaste et accueillante maison de campagne, Stoddard regarde fixement le revolver posé devant lui. Sa main tremble un peu quand il la porte à son front pour abriter son regard là. Par quel cheminement, se demande-t-il, par quel cheminement en est-il arrivé à prendre cette décision terrible? Tout s'est déroulé si graduellement, et pourtant si implacablement, et même, oui, si logiquement. Stoddard pense à Fetterman. Pas de doute, par certains côtés, le jeune homme lui rappelle le garçon qu'il était lui-même au même âge, ambitieux et sans scrupules, car Stoddard a piétiné bien des gens, peut-être même détruit quelque existence, pour faire son chemin à la force des poignets jusqu'à l'apogée de sa fortune et du pouvoir. En Fetterman, il retrouve cette même passion brutale qui l'a animé. Fetterman, cependant, représente un cas extrême. Stoddard est convaincu qu'il ne reculerait devant rien pour arriver à ses fins. Stoddard commence tout juste à comprendre à quel point il a détesté Fetterman dès le premier instant ou presque où il a jeté les yeux sur lui. Le jeune homme est pourtant agréable à voir. Il a de charmantes manières. Mais il ne vous regarde jamais droit dans les yeux et sa poignée de main est flasque et moite. Stoddard regarde sa propre main qui tremble à présent sous ses yeux. Elle est humide de sueur. Mais ça n'est pas une main faible ni molle. Il y a très longtemps qu'il a appris le truc de la poignée de main énergique et du regard direct. Et c'est bien là l'ironie. Fetterman, lui aussi, apprendra ces petits trucs, ces trucs qui donnent à l'homme faible l'apparence de la force. La vue de sa propre main le soulève d'un brusque dégoût. Il se lève vivement sans réfléchir, comme pour échapper à quelque chose, à ses pensées, peut-être. Il va jusqu'à la fenêtre et jette un coup d'œil au dehors. La propriété s'étend devant lui, vaste et spacieuse au clair de lune. Elle est à lui maintenant. Comme ses meubles, ce divan et ses fauteuils de cuir moelleux, le grand bureau d'acajou, le tapis précieux, le tableau inestimable accroché au mur, tout cela est à lui, bien à lui. Bizarre, comme le crime qu'il s'apprête à commettre déforme sa pensée. Tous ces symboles de sa fortune le rendent maintenant nerveux, presque mal à l'aise, comme s'ils avaient des yeux pour le guetter. Il écarte cette impression et se contraint à ramener son esprit vers Fetterman. Dès le début, Stoddard a compris ce que cherche le garçon. Il en veut tout simplement à l'héritage de Margaret, pas plus difficile que ça.
Stoddard le sait, Stoddard l'a immédiatement compris. Mais il est incapable d'en convaincre sa fille. Même les documents probants recueillis par une agence de détectives privés fort coûteuse sur le passé de Fetterman, son précédent mariage, ses séjours en prison pour faux et agression, rien n'a pu convaincre Margaret. Pauvre Margaret. Elle a hérité des traits sans beauté de sa mère au lieu du visage séduisant de son père. Mais sous son apparence insignifiante, sous son absence de talent mondain, se cachent de merveilleuses qualités que Stoddard a espéré voir découvrir un jour par un jeune homme respectable. Or, cette éventualité devient de plus en plus improbable. Margaret a 29 ans à présent. Et avant l'apparition du jeune Fetterman, elle passait tout son temps à la maison. Pas étonnant qu'elle se soit si follement éprise de ce garçon. C'est le premier jeune homme à lui avoir témoigné quelque intérêt. Et voici maintenant qu'il projette de se marier. Stoddard a bien essayé de se faire à l'idée qu'il ne va pas pouvoir empêcher ce mariage. Il s'est dit qu'il va devoir accepter l'inévitable, mais c'est impossible. La pensée que sa fortune si chèrement acquise reviendra un jour à cette méprisable créature le rend physiquement malade. Mais de là à aller jusqu'au meurtre. Évidemment, peut-être que l'idée du meurtre ne lui serait jamais venue à l'esprit si Fetterman lui-même ne la lui avait suggérée. C'était par une soirée de pluie et de vent, une vraie soirée à parler de violence. Stoddard se rappelle que c'est lui qui a engagé la conversation sur ce sujet. Margaret, qui avait une forte migraine, les avait laissés pour se coucher de bonne heure. Fetterman attendait un répit de l'averse pour regagner son arrêt d'autobus. Stoddard a commencé par parler d'un crime célèbre qui a bouleversé et intrigué le village quelques années auparavant. Fetterman, pour sa part, raconta un meurtre mystérieux dont il avait lu le récit. Puis, la conversation roula sur la possibilité de commettre un crime parfait. Stoddard prétendait que les moyens de détection modernes rendaient pratiquement impossible le crime parfait. Fetterman n'était pas de son avis. « Par exemple, avait-il dit, je crois que vous pourriez me tuer et vous tirer d'affaire très facilement. »« Et comment devrais-je faire pour ne pas être pris ?» avait demandé Stoddard. Fetterman avait alors expliqué. « Vous habitez un endroit isolé. Je suppose qu'il vous arrive de temps en temps d'être importuné par des rôdeurs. Personne ne me connaît dans le coin. Peu de gens m'ont rencontré ou savent que je fréquente votre fille. Autant de circonstances qui vous permettraient de m'exécuter sans risque. » « Comment cela ? » « Commencez par appeler la police 2 ou 3 fois par semaine pour vous couvrir en vous plaignant de la présence d'un rôdeur. La police se déplace, le rôdeur disparaît. Mais il revient. Il ne cesse de vous importuner. Alors, vous vous mettez en colère contre les policiers. Un soir, vous les appelez pour leur dire que désormais, vous serez armés. Puis, vous trouvez un moyen pour me faire venir ici un soir où Margaret ne m'attend pas. Je ne crois pas que cela présente de difficultés. Ensuite, il ne vous reste qu'à m'attendre dehors. Quand j'arrive, vous me descendez comme s'il s'agissait du rôdeur. Vous pouvez prétendre que vous aviez de nouveau entendu du bruit dans le jardin. Vous êtes sorti avec votre revolver, vous avez vu quelqu'un rôder furtivement, vous lui avez ordonné de ne plus bouger, et vous avez cru voir la personne en question ébaucher un geste menaçant. Alors vous avez tiré. De toute évidence, il s'agit d'un malheureux accident, comme on dit, mais vous affirmez aux policiers qu'on ne m'attendait pas ce soir-là. Votre propre fille pourra en témoigner. Fetterman a allumé une cigarette en regardant Stoddard. La pluie fouettait toujours les vitres. « Qu'en pensez-vous, monsieur Stoddard ?» a-t-il demandé. « À première vue, votre argumentation paraît solide, » a répondu Stoddard. « Mais c'est le cas dans la plupart des crimes quand on n'en est encore qu'au projet. Les défauts, les failles n'apparaissent qu'après. » Comme il se faisait tard,
La conversation a ensuite quelque peu langui. Et l'averse s'étant transformée en fin crachin, Fetterman prit congé. Stoddard, pour sa part, avait plutôt mal dormi cette nuit-là. Moins d'une semaine plus tard, il appelait la police pour se plaindre de la présence d'un rôdeur à proximité de sa maison. Il y a 15 jours de cela. Depuis, il a rappelé à 5 reprises pour se plaindre du rôdeur. Et chaque fois, devant l'impuissance des policiers, il a feint une colère plus vive. Stoddard semble vraiment vouloir mettre en œuvre le plan imaginé par Fetterman. Ira-t-il jusqu'au bout de son exécution? La réponse dans quelques instants. Président de banque et financier respecté, Stoddard déteste Fetterman qui a séduit sa fille, l'innocente Margaret, et qui espère ainsi devenir son gendre. Fetterman ressemble beaucoup au garçon qu'a été Stoddard dans sa jeunesse, un jeune homme sans scrupules. Il se débarrasserait volontiers de lui. Et un soir, c'est Fetterman lui-même qui lui explique comment il pourrait le faire sans risque, en tirant sur lui par mégarde, comme s'il avait affaire à un rôdeur. Séduit par l'idée, Stoddard, insensiblement, commence à mettre à exécution le plan imaginé par le garçon. Il commence par téléphoner régulièrement à la police pour se plaindre de la présence d'un rôdeur. 2 jours plus tôt, Stoddard a également prévenu le lieutenant Wilcox qu'il sera désormais armé. En dépit de tous ces préparatifs, il refusait de croire qu'il irait jusqu'à mettre son idée à exécution. De toute manière, restait encore un problème qu'il n'avait pu résoudre. Comment attirer Fetterman à la maison sans que Margaret soit avertie de sa visite? Ils avaient eu cette conversation, Fetterman et lui, 3 semaines plus tôt. Selon toute vraisemblance, Fetterman devait l'avoir oublié. Néanmoins, il risquait de s'en souvenir et d'avoir des soupçons si Stoddard lui téléphonait lui-même pour l'inviter à venir le voir. Stoddard pensait cependant que le jeu en valait peut-être la chandelle. Toute entreprise comporte des risques, non? La solution avait finalement surgi l'après-midi même et grâce à Fetterman. Ce dernier avait en effet téléphoné à Margaret pour la prévenir qu'il allait devoir s'absenter pour affaires durant le week-end. Or, Margaret n'était pas là. Comme chaque mercredi, elle faisait des courses en ville. Fetterman avait donc prié Stoddard de lui dire qu'il passerait la voir ce soir vers 8 heures. Stoddard avait répondu qu'il transmettrait le message à sa fille, puis avait raccroché d'une main tremblante. Voici qu'il se retrouve seul à présent dans son bureau. Il s'aperçoit que, depuis un moment, il regarde fixement un portrait accroché au-dessus de la cheminée. Ce portrait, c'est celui de Rhoda, sa défunte femme. Il a été peint à l'époque où Rhoda avait à peu près l'âge de Margaret, peu de temps après leur mariage. Du haut du portrait, Rhoda le regarde. Le tableau est si vivant qu'il est arrivé à Stoddard, au fil des ans, de lire dans le regard de sa femme des expressions différentes. Au début, par exemple, peu de temps après sa mort, les yeux de Rhoda étaient accusateurs, et pendant longtemps, il préféra éviter son bureau. Il était incapable d'affronter ce regard. Pourtant, il a laissé le tableau en place, et il a fini par revenir lui faire face. La conscience est un luxe que ne peut se permettre un homme puissant et influent, a-t-il décidé.
Il est parvenu à écarter de son esprit la pensée qu'il a mené sa femme au suicide. Oui, d'accord, il ne l'a jamais aimée, mais il s'est conduit convenablement envers elle, enfin, presque tout le temps. Il se sent pourtant contraint aujourd'hui de s'adresser au portrait. « Ouais, dit-il à haute voix. Cette maison est à moi maintenant. Au début, c'est vrai, je vous l'ai prise, à toi et à ta famille de snobs, mais maintenant je l'ai gagnée. J'ai travaillé dur. J'ai fait fructifier ton argent beaucoup plus que tu n'aurais pu le faire seul. Toi et les gens de ton espèce, vous ne savez pas ce que c'est que d'avoir faim. Ce que j'ai fait est excusable. » Il voit que le regard ne l'accuse plus. Simplement une mélancolique interrogation, plus terrible de loin que l'accusation. Il se rassoit devant sa table et enfouit son visage au creux de ses mains. Au bout d'un moment, il cesse de trembler et un grand calme l'envahit. Il consulte sa montre. 7h30, juste. Fetterman sera là à 8h précises. Il a bien des défauts, ce jeune homme, mais il est ponctuel. Stoddard ouvre un tiroir, y prend une feuille de papier à lettres, une enveloppe, un stylo. Penché en avant, il se met à écrire. Quand il a fini, il plie la feuille, la glisse dans l'enveloppe, rédige l'adresse et pose la lettre sur la table. Puis, il met le revolver dans sa poche et descend sans bruit l'escalier de service. Margaret est rentrée, elle est dans la salle de séjour. Les domestiques, quant à eux, ont regagné leur chambre dans l'aile sud. La nuit est fraîche. Stoddard frissonne. Il pense à Margaret, à sa réaction devant la mort de Fetterman. Mais il sait qu'elle surmontera son chagrin. Elle est jeune. Dans 6 mois, 1 an, elle l'aura oublié. La lune donne assez de lumière pour éclairer une bonne partie de la grande allée. Stoddard avance précautionneusement en se maintenant dans l'ombre des arbres. Il est à moins de 500 mètres de la maison quand il a conscience d'une présence proche, derrière lui. Il fait vivement volte-face, mais trop tard. Un coup violent le fait tomber. Avant qu'il puisse réagir, son revolver lui est arraché et jeté au loin. Il se redresse péniblement et lève les yeux vers la silhouette qui se dresse à côté de lui. « Ainsi, vous avez suivi mes conseils ?» dit Jérôme Fetterman, tandis qu'un demi-sourire lui retrousse la lèvre. « Comment ? Que voulez-vous dire ? » demande Stoddard. Margaret avait entendu l'une de vos conversations avec la police à propos du rôdeur. Elle m'en a parlé par hasard. J'ai su alors que mon plan se déroulait à merveille. Naturellement, je savais que vous ne m'appelleriez pas. Aussi ai-je pris les devants. Mais je ne comprends rien à tout ça. Vous ne vous rendez donc pas compte, espèce de vieux fou, dit Fetterman, que ce soir vous allez être assassiné par ce rôdeur que vous aviez signalé à la police? Personne ne songera même à me soupçonner. Après un délai convenable, j'épouserai votre laide ronde fille et votre fortune tout entière m'appartiendra. Ainsi j'avais raison, murmure Stoddard comme pour lui-même. Vous êtes démoniaque. Vous êtes le diable en personne. N'oubliez pas, vieux fou, que vous aviez le premier l'intention de me tuer, dit Fetterman. Comment appelez-vous cela? Il sort de la poche de sa veste un couteau à cran d'arrêt qu'il ouvre d'un geste. Le mal doit être détruit et je vais m'en charger, s'écrie-t-il. La lame jette des éclairs répétés jusqu'au moment où Stoddard demeure allongé sur l'herbe, immobile, sanglant. Alors, Fetterman s'empare du portefeuille du mort. Il en ôte les billets qu'il fourre dans sa poche, puis il déchire le portefeuille et le jette près du corps.
Il ramasse le revolver de Stoddard, l'essuie soigneusement avec son mouchoir et le place dans la main du cadavre. Le journal du matin est plein du récit de la mort tragique de l'un des plus distingués citoyens locaux. Dans son petit appartement, Jérôme Fetterman lit le premier compte-rendu du crime. Plus il avance dans sa lecture, plus son sourire s'élargit. L'enquête préliminaire, dit l'article, indique que M. Stoddard a été victime d'un rôdeur. Une battue a été entreprise pour retrouver l'assassin. Fetterman repose le journal et boit une gorgée de café. Après une bonne nuit de sommeil, il se sent dans une forme exceptionnelle. Il décide que le mieux serait pour lui de se rendre sans tarder chez les Stoddard afin de présenter ses condoléances à l'orpheline. Il se lève, se dirige vers sa chambre pour s'habiller, quand on frappe vigoureusement à sa porte. Il ouvre, et 2 policiers l'écartent pour pénétrer dans l'appartement. « Vous êtes bien, monsieur Jérôme Fetterman ?» demande le plus âgé. « Oui, mais qui êtes-vous ?»« Je suis le lieutenant Wilcox, et voici le sergent Holman. Je vous arrête, monsieur. »« Vous m'arrêtez? Mais pour quelle raison ?»« Pour le meurtre de Philippe Stoddard, » dit Wilcox. « Mais enfin, c'est ridicule. Le journal dit qu'il a été tué par un rôdeur. » Le type qui a écrit l'article ignorait la petite découverte que nous avons faite un peu plus tard dans le bureau de M. Stoddard. Une lettre. Une lettre? Le lieutenant Wilcox sort de sa poche une enveloppe et en tire une feuille pliée en 4 qu'il déplie. Vous êtes très malin, monsieur Fetterman, mais vous avez négligé une toute petite chose. Comme pour votre part vous ne possédez pas de conscience, vous n'avez pas pensé que M. Stoddard pût en avoir une. Laissez-moi vous lire cette lettre. Le lieutenant se met à lire. « Cher lieutenant Wilcox, je suis sur le point de commettre une action horrible ce soir, et je sais pourtant que j'irai jusqu'au bout. Dans quelques instants, je vais tuer un jeune homme nommé Jérôme Fetterman. Par une ironie du sort, c'est le jeune Fetterman lui-même qui a mis au point son propre meurtre et m'a fourni, pour le commettre, une occasion inespérée. C'est lui qui, en toute innocence, m'a suggéré le truc du faux rôdeur pour dissimuler mon crime. C'est lui qui m'a téléphoné cet après-midi pour me dire que ce soir, à 8h, il rendrait à ma fille une visite inattendue. Il m'a ainsi fourni, sans le savoir, la parfaite occasion pour le tuer. Jusqu'au moment où j'ai commencé à écrire cette lettre, j'avais l'intention de commettre ce terrible crime et d'essayer d'échapper à un juste châtiment. J'étais convaincu qu'il s'agissait d'un acte dépouillé de tout égoïsme. Je pensais le faire pour sauver ma fille de cet homme qui, j'en suis persuadé, n'est animé que des intentions les plus indignes à son égard. Mais voici que des doutes m'assaillent. Je commence à me rendre compte que cet homme est un symbole. Le symbole, peut-être, du mal que je porte en moi, un mal qu'il faut détruire. Vous le voyez, lieutenant, ma haine envers lui a de profondes racines. Ma décision est donc prise. Quand j'aurai commis le crime, je m'ôterai moi-même la vie. Ce n'est que de cette façon que je serai sûr d'avoir détruit ce démon qui est en moi. Que Dieu me pardonne. Signé Philippe Stoddard. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Estelle Lafont. Patrimoine sonore Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.